L'histoire regorge d'imposteurs, ces gens qui se font passer pour quelqu'un d'autre, quelqu'un de célèbre de préférence. En plein Moyen-Âge déjà, un homme sorti de nulle part revendique le titre de roi de France parce qu'il estime avoir été victime d'une machination dans son enfance pour le destituer. En plein milieu du XIVe siècle, cet inconnu nommé Giannino di Guccio prétend être Jean Ier le posthume, un bébé royal qui n'aurait régné que 5 jours avant de mourir et d'être inhumé dans la nécropole de Saint-Denis. Convaincu d'être le souverain légitime à qui on aurait retiré sa couronne par un odieux mensonge, Baglioni exige que le roi Jean II, au pouvoir depuis 1350, lui rende son trône. Laissez-moi vous raconter cette incroyable histoire et vous en jugerez de la vraisemblance. Je suis Virginie Giraud et je vous emmène au cœur de l'histoire, un podcast Europe 1 Studio. Giannino di Guccio, l'homme qui se prenait pour le roi de France. Nous sommes le 18 mars 1314. Le roi de France, Philippe IV le Bel, a décidé d'en finir avec les Templiers, cet ordre religieux et militaire trop puissant à son goût. Après avoir été torturés pour avouer des crimes qu'ils n'ont probablement pas commis, les chevaliers de l'ordre du Temple sont condamnés à la prison à vie pour hérésie. Mais le roi n'est pas satisfait et demande à ce que 2 d'entre eux soient exécutés sur le champ. Jacques de Molay, grand maître de l'ordre, et Geoffroy de Charnay, précepteur de Normandie. Sur l'actuelle île de la Cité, sur la place qu'on appelle maintenant la place Dauphine, c'est tout Paris qui s'est rassemblé en pleine nuit pour assister à l'exécution. L'instant est grave, le silence est lourd. Il n'est brisé que par les sabots des chevaux et les roues de la charrette qui transportent les 2 prisonniers vêtus de blanc. Soudain, une voix s'élève, celle du grand maître qui hurle son innocence et celle de son ordre. Les Templiers n'ont commis aucun crime. C'est une machination. Philippe le Bel, qui assiste à la scène, ne bronche pas. On a dressé un bûcher. On y hisse les 2 hommes qu'on enchaîne à un poteau. Les 2 condamnés dominent la place. Jacques de Molay cherche le roi dans l'obscurité. Un flambeau s'approche du bûcher qui s'embrase. L'assemblée retient son souffle. À travers le crépitement des flammes, on entend 2 voix qui murmurent. Jacques et Geoffroy prient, le regard tourné vers les tours de Notre-Dame. Et tout à coup, alors que les flammes s'emparent de sa tunique, une odeur insupportable de chair brûlée envahit la place. Jacques de Molay, grand maître des Templiers, hurle « Pape Clément ! Roi Philippe, avant 1 an, je vous cite à comparaître devant le tribunal de Dieu pour y recevoir votre juste châtiment. Maudits, maudits, soyez tous maudits jusqu'à la 13e génération de vos races. » Le 13 novembre 1316, la reine Clémence, épouse du roi Louis X, ressent ses premières contractions. Le travail commence. Dans quelques heures, elle serrera son bébé contre son sein. Et elle n'est pas la seule à attendre l'arrivée de cet enfant. Hélas, elle n'aura pas la chance de partager cette joie avec l'homme à qui elle offre un successeur. Son époux, le roi Louis X, fils de Philippe le Bel, est mort quelques mois plus tôt. Depuis la mort du Capet en 996, c'est la première fois qu'un roi de France meurt sans héritier mâle vivant. 320 ans sans le moindre problème de succession. C'est assez rare. Mais voilà, Philippe le Bel est mort à 46 ans en novembre 1314, soit 8 mois après la malédiction de Jacques de Molay, le grand maître de l'ordre des Templiers qui l'a fait brûler vif. Son fils aîné, Louis X, est monté sur le trône, mais il n'a régné qu'1 an et demi et vient de mourir à l'âge de 26 ans. Depuis, c'est Philippe, comte de Poitiers, fils cadet de Philippe le Bel, qui est chargé de la régence du royaume, en attendant le successeur à naître.
L'accouchement des reines de France a lieu en public afin de certifier la légitimité monarchique. Il y a dans la chambre, parmi les témoins, des princes du sang qui assistent à la naissance du fils de la reine Clémence. Un garçon. Quel soulagement! La lignée est assurée. Le bébé royal est prénommé Jean, premier du nom, et aussitôt surnommé le posthume, puisque son père est mort avant sa naissance. Mais il ne vit que 5 jours. Eh oui, au Moyen-Âge, la mortalité infantile est très élevée. Un nouveau-né sur 4 meurt avant d'atteindre sa première année. Jean le posthume vit donc 5 jours. C'est peu, mais ça suffit pour faire de lui le seul roi de France ayant régné de sa naissance à sa mort. Voilà le royaume sans héritier mâle. Le roi Louis X a bien un autre enfant issu de sa première femme, Marguerite de Bourgogne, mais c'est une fille, Jeanne. Le royaume de France prend alors une décision importante. Jeanne, seule héritière directe du roi défunt, est écartée du trône parce qu'elle est une femme. Le régent Philippe, frère du roi défunt, monte donc sur le trône sous le nom de Philippe V. 5 ans plus tard, il meurt lui aussi sans héritier mâle et c'est son frère Charles, le 3e fils de Philippe le Bel, qui lui succède sous le nom de Charles IV. Lui aussi, il s'éteindra à 33 ans sans héritier mâle et avec lui la dynastie des Capétiens directs. Ces rois semblent décidément maudits. Le petit Jean Ier passe donc comme un météore dans le paysage monarchique français. Trop vite au goût de certains qui murmurent que c'est le régent Philippe qui a fait tuer son neveu pour s'asseoir sur le trône. D'autres pensent que c'est Mao d'Artois, la belle-mère du régent Philippe, qui aurait empoisonné le nouveau-né pour que sa fille devienne reine de France. Cette femme a depuis longtemps une mauvaise réputation. Vous constatez que la monarchie française connaît une mauvaise passe. Laissons-les là pour le moment si vous voulez bien, et traversons les Alpes. Je vous emmène maintenant à Sienne, en Italie, en 1354, où vit un certain Giannino Baglioni. Il a 38 ans, il est père de famille, c'est un marchand aisé. Un jour, un messager se présente chez lui et lui demande de se rendre à Rome séance tenante parce que Cola di Rienzo l'attend. Cola di Rienzo, c'est le nouvel homme fort de Rome. Il a pris le pouvoir avec l'assentiment du pape et se fait dorénavant appeler Tribun Auguste, en référence à l'Antiquité. Son rêve est de reconstituer l'Empire romain, rien de moins. Bien qu'il soit très occupé, Giannino ne peut pas faire attendre un homme qui, à ce point, a la folie des grandeurs. Giannino se présente dans le palais impressionnant de Cola di Rienzo. Partout, des colonnes, des tentures, des fourrures et des serviteurs qui portent des plateaux croulants sous les fruits et les pâtisseries. Giannino a la tête qui tourne et se demande ce que le nouveau tribun peut bien lui vouloir. Cola di Rienzo a une chose incroyable à révéler à Giannino, fils de Guccio. Comme dans les meilleurs romans, ou les pires, il explique au marchand que son père n'est pas son père biologique et qu'il est en fait le roi de France légitime. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, se dit Giannino. Il regarde son interlocuteur s'agiter, faire de grands gestes, il a l'air fou. Pourtant, Cola di Rienzo est l'homme le plus puissant de Rome et peut-être bien d'Italie. Il est ami avec le pape, ça ne peut pas être une blague, se dit Giannino qui a perdu le fil du récit du tribun. Cola di Rienzo s'interrompt et scrute le petit marchand avec attention. Que voit-il ? Ah, mais oui, il voit le front de Clémence de Hongrie, sa mère. La mâchoire et la bouche des Capétiens est reconnaissable. Et là, est-ce que ce ne serait pas le regard de son aïeul Saint-Louis dont il a vu plusieurs reproductions ? Plus Cola di Rienzo regarde Giannino, plus il se persuade que cette histoire est vraie. Alors, il reprend son récit en allant droit au but.
Près de Paris vivait au début du XIIe siècle une certaine Marie, fille de messire Picard et de dame Eliabelle. Elle tombe amoureuse de Guccio di Minno, un Toscan ami de ses frères qui travaille pour la famille Tolomei. Ils se marient en secret, elle tombe enceinte et les frères de la dame qui découvrent le poteau rose ordonnent aux Toscans de quitter le pays. Marie est enfermée dans un monastère où elle accouche d'un garçon, Giannino. Le bébé est confié à une nourrice nommée Amalotte. Le même jour, la reine Clémence accouche du fils du défunt Louis X. Marie devient la nourrice de l'enfant royal parce qu'elle aussi, elle vient d'accoucher. On l'emmène donc à Paris où se trouve déjà Amalotte qui allaite Giannino pendant que Marie allaite le bébé royal. Mais voilà que le petit Giannino meurt au bout de 4 jours. Dévastée par le deuil, Marie confie le petit roi à Amalotte pendant qu'elle étreint contre son cœur le petit cadavre de son fils. C'est à ce moment précis que la femme de chambre de la reine entre dans la pièce où Marie pleure son enfant. Vous voyez venir le quiproquo. La femme de chambre pense que c'est le petit roi qui est mort dans les bras de sa nourrice. Affolée, elle ameute tout le palais. Le roi est mort. Si Marie ne dément pas, c'est parce qu'elle ne veut pas décevoir son époux toscan qui va bientôt revenir, comme il l'a promis, et s'attend à découvrir son fils Giannino. Eh bien, avec le bébé royal, elle aura un fils à lui donner. Elle fait donc passer le roi Jean Ier pour son fils mort, et les 2 bébés sont intervertis. C'est donc le vrai Giannino qui est inhumé dans la nécropole royale de Saint-Denis. Le petit Jean Ier est quant à lui élevé par Marie comme s'il était son véritable fils. C'est un secret terrible que la jeune femme préserve jalousement. En 1326, alors que le faux Giannino a 10 ans, il est envoyé en Italie pour rejoindre son père. Presque 20 ans plus tard, en 1345, au moment de mourir, Marie fait venir frère Jordan, un vieil ermite qu'elle considère comme un saint homme, pour qu'il entende sa dernière confession. Elle lui dévoile la vérité. Son enfant est mort à 4 jours après sa naissance et elle a kidnappé l'héritier du trône de France pour le faire passer pour son petit Giannino. S'il est toujours vivant, frère Jordan devra prévenir le pape et le roi de France de son existence. Marie expire et frère Jordan vit des années d'angoisse. Comment retrouver Guccio di Minno ? S'il est encore vivant, comment lui, simple ermite, va-t-il le retrouver ? Frère Jordan n'en dort plus, tiraillé entre sa mission et son impuissance. Il voit l'enfant roi la nuit qui lui parle dans ses rêves et l'implore de venir le chercher. Il jeûne et prie Dieu quotidiennement pour qu'il lui envoie la révélation, ou du moins un indice de l'endroit où se trouve l'enfant. Le temps passe et la révélation se fait attendre. Frère Jordan décide de s'adresser à un moine, Antoine, qui a beaucoup voyagé entre la France et l'Italie. Il lui confie le secret de Dame Marie et l'investit de la mission qu'elle lui a confiée, retrouver l'enfant roi et le rétablir sur le trône de France. Le malheureux frère Antoine se serait bien passé de cette mission impossible, d'autant plus qu'il est malade, très malade. En août 1354, alors que sa santé se dégrade, il s'adresse à Cola di Rienzo, maître de Rome, qui apprend ainsi l'histoire de Marie et du petit Giannino. Cola di Rienzo ne met que quelques semaines à retrouver Giannino et lui explique quelle est sa véritable identité. Il est un roi pour la France, un roi légitime. Quelle aubaine pour Rienzo, vous allez comprendre. Revenons à présent à nos Capétiens. Quand Charles IV, dernier fils de Philippe le Bel, meurt sans héritier mâle en 1328, la couronne de France cherche une tête. Il y a bien sûr celle d'Isabelle, la fille de Philippe le Bel et sœur des 3 rois décédés. Mais elle est écartée du trône parce qu'elle est une femme et pire que ça, elle est mariée au roi d'Angleterre. Son fils Édouard III pourrait donc prétendre à la fois au trône d'Angleterre et au trône de France, ce que les Français ne veulent évidemment pas, parce qu'ils veulent rester français.
Les pairs de France décrètent donc que le seul héritier légitime est Philippe, fils de Charles de Valois et neveu de Philippe le Bel. C'en est donc fini des Capétiens directs qui se transmettaient jusque-là la couronne de père en fils, et la dynastie des Valois commence. La tension monte entre les deux souverains et débouche inévitablement sur une déclaration de guerre en 1337. Ainsi commence la guerre de 100 ans. Le roi d'Angleterre considère être le plus légitime au trône de France car il descend directement de Philippe le Bel. C'est dans ce contexte politique explosif que Jean Ier, descendant de Philippe le Bel selon la règle de la primogéniture masculine, fait son apparition, et s'il est bien celui qu'il prétend être, c'est lui le plus légitime des potentiels rois de France. Cola di Rienzo voit en Giannino di Guccio la possibilité de mettre fin à la guerre entre les royaumes de France et d'Angleterre. Grâce à ce souverain légitime, l'ordre du monde, grandement perturbé en ce XIVe siècle, retrouverait un cours naturel. Plus de guerre, plus de peste, ce fléau qui témoigne de la colère de Dieu, plus de désastres climatiques entraînant des famines. Tout reviendrait dans l'ordre avec ce Capétien retrouvant son trône. Giannino di Guccio va rétablir la paix et l'ordre universel. La tête de Giannino di Guccio se met à tourner. Quel vertige! Le tribun de Rome lui offre de magnifiques chevaux, l'invite à manger dans de la vaisselle d'argent et le traite en roi. Giannino s'imagine déjà en son château de France, vêtu d'hermine, couronné et entouré de serviteurs à sa disposition. Partie de chasse, souper, bal à la cour, maîtresse, la belle vie quoi. Giannino di Guccio, épaulé par Cola di Rienzo, se sent fort et prêt à toutes les revendications. Mais voilà qu'il a à peine quitté Rome que Cola se fait assassiner. C'est bien sa veine, alors qu'il était presque assis sur le trône de France. Sans Cola pour le soutenir, Giannino trouve son dossier d'accession au trône de France un peu faible. Il décide alors de fabriquer un faux pour produire la preuve de son ascendance. C'est une longue lettre dans laquelle Cola di Rienzo raconte la véritable histoire de la substitution de l'enfant royal. Elle contient la confession de Marie, la mère du vrai Giannino. En 1356, Jean II, dit le Bon, est roi de France. Il est fait prisonnier par les Anglais lors de la bataille de Poitiers. Un malheur de plus pour la maison royale et le royaume de France en proie à la confusion. Pour Giannino, c'est le moment. Il cherche du soutien auprès des puissants comme le commandeur de la commune de Sienne, les sénateurs de Rome et même, autant voir grand, les rois d'Angleterre et de Hongrie ennemis de la France. Il s'adresse aussi au pape. Bien peu croient en son histoire même, peu importe. Il est désormais à la tête d'un atelier de faux documents et fabrique donc tous ceux dont il a besoin. Giannino se rend en Hongrie en décembre 1357. Il espère y trouver l'aide de la famille de sa prétendue mère, la reine Clémence de Hongrie. Il y reste plusieurs mois et en repart avec une sorte d'attestation dont il espère faire bon usage. Il rentre en Italie après 2 ans. Il se déclare désormais fils de feu le roi de France et héritier du royaume. Et il part rencontrer l'autre pape en Avignon. Giannino ne verra jamais le pape, mais il parvient tout de même à monter une petite troupe de mercenaires pour partir à l'assaut de la France. Il dilapide tout son argent pour se faire tailler des vêtements, des bannières, des armures, et il se fait faire aussi une couronne, un cercle d'or orné de fleurs de lys, l'emblème des rois de France. En chemin pour prendre Lyon, Giannino et ses troupes s'emparent du pont Saint-Esprit. Le presque roi de France a donc le plaisir de voir son drapeau flotter sur cette ville stratégique. En 1361, le pape, qui estime que Giannino n'est qu'un charlatan, demande alors au sénéchal de Provence, Matteo di Gesualdo, de mettre fin à cette tentative loufoque de prise du trône de France. Giannino est capturé et jeté en prison à Aix. Transféré à Marseille, il tente de s'évader. Il passe par la fenêtre en attachant ensemble ses draps, sa couverture et sa serviette, mais personne ne l'attend en bas.
Seul dans une petite ville inconnue, Giannino, qui se revendique toujours comme le roi Jean Ier, déambule dans les rues sombres comme un mendiant. Il rase les murs. Il se rend au port dans l'espoir de trouver un bateau pour l'Italie, mais personne ne veut l'embarquer. Il quitte la ville et erre dans la campagne, totalement découragé. Il n'a plus de partisans et plus rien à manger. Même ses chaussures sont trouées. Giannino aperçoit alors une église et demande l'asile. Le curé le lui refuse, alors il dort à la Belle Étoile avant de retourner à Marseille le lendemain. Il entre alors dans une auberge tenue par une brave femme à laquelle il dévoile son identité. Il est Jean Ier, roi de France. L'aubergiste accepte de le cacher dans sa cave, mais il est dénoncé par un voisin. Il est frappé et mis au fer. Giannino est accusé de sodomie et de falsification de monnaie. On le dépouille de ses biens et il échappe de peu à la mort dans l'eau bouillante. Voilà notre héros prisonnier, sale et couvert de poux. Il se considère désormais comme un martyr. Il est transféré à Naples, où il est à peine mieux traité, et c'est là qu'il meurt probablement de ses mauvais traitements, car on ne trouve plus aucune trace de lui. Mais avant de mourir en prison, il écrit son autobiographie, celle du roi de France Jean Ier, toujours convaincu d'être le fils posthume et caché de Louis X et descendant en ligne directe de Philippe le Bel. Au cœur de l'histoire est un podcast Europe 1 Studio. À la production, Camille Bichler. À la réalisation, Pierre Casalo. À la direction artistique, Julien Tarot. À la composition des musiques originales, Julien Tarot et Sébastien Guidis. À la communication et à la diffusion, Kelly Decroix et Nathan Laporte. Pour ce récit, j'ai cédé ma plume à Sandrine Brugot. Quant à moi, votre troubadour au cœur de l'histoire, je vous retrouve tous les jours en podcast sur l'appli Europe 1 ou sur votre plateforme d'écoute préférée et tous les week-ends à 15h sur les ondes d'Europe 1. À très vite.